La généralisation de la facturation électronique ou e-invoicing, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une question que je reçois régulièrement et donc j'ai reçu récemment encore une question à ce sujet. Qu'est-ce que cela va engendrer dans les entreprises et est-ce que toutes les entreprises sont concernées? Donc concrètement, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une petite vidéo simple sur le sujet pour que tout le monde puisse comprendre ce que ça va engendrer dans sa propre entreprise, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place, est-ce qu'il va falloir souscrire à un logiciel dédié à sa facturation et surtout aussi à partir de quel moment il va falloir que tout soit mis en place dans les entreprises pour pouvoir répondre à ces nouvelles obligations. Donc, si toi aussi tu es intéressé par ce sujet et que tu souhaites vraiment comprendre et savoir ce que tu vas devoir faire dans ton activité pour être en règle avec ces nouvelles lois sur la généralisation de la facturation électronique, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir et surtout de manière hyper simple et compréhensible pour tous. C'est parti, on passe aux explications. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Émilie et je suis secrétaire depuis 2010. J'ai créé mon activité de secrétaire indépendante en 2016 et depuis 2020, au travers de cette chaîne et de divers programmes que je propose, j'aide les femmes à devenir libres et indépendantes avec ce métier de secrétaire indépendante. Si toi aussi tu es intéressé par ce métier, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements et de la motivation, beaucoup de motivation pour réaliser ce beau projet. Pour me rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Let's go. Alors, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est concrètement la facturation électronique ou e-invoicing? De manière hyper simple, la facturation électronique ou e-invoicing consiste en réalité à transmettre sa facture via l'intermédiaire d'une plateforme dédiée. Donc finalement, la facture qui sera rédigée, et on verra ensuite de quelle manière elle doit être rédigée, et finalement, cette obligation tient au fait que cette facture qui a été rédigée doit être adressée au destinataire via l'intermédiaire d'une plateforme bien spécifique. Et on verra par la suite les plateformes. Il y en a des privées et il y en a une publique. On va en parler juste après. Et donc finalement, on ne pourra plus transmettre des factures par mail comme c'est généralement le cas maintenant ou même en main propre, puisque en fait finalement, on ne sera pas passé par l'intermédiaire de cette plateforme qui permet de rendre valable la fameuse facture. Donc ça, c'est vraiment l'obligation sur la facturation électronique ou e-invoicing. C'est le fait de transmettre une facture à son destinataire par l'intermédiaire d'une plateforme dédiée à, on va dire, à cette transmission et dont on va comprendre finalement l'intérêt juste après. Et donc, cette obligation de e-invoicing, elle est applicable en B2B et donc entre professionnels établis en France. Donc, si tu as un client professionnel que tu factures, il va falloir que tu respectes cette obligation. Et bien évidemment, pour pouvoir transmettre cette facture via cette plateforme dédiée, il va falloir que tes clients professionnels eux-mêmes soient enregistrés sur ces plateformes et puissent recevoir tes fameuses factures. Et ainsi de suite pour leurs propres clients professionnels également. Let's go. La deuxième obligation qui va découler de cette facturation électronique va être de nouvelles mentions à inclure sur ces factures. Pour que l'ensemble des entreprises soient facilement identifiables lors de la transmission de ces factures, donc de l'envoi via les fameuses plateformes dédiées, il va falloir forcément que sur les factures soient précisées les informations d'identification réelle des entreprises que l'on facture. Et donc, il va falloir forcément rajouter des mentions qui vont nous permettre de les identifier. On connaît bien sûr les mentions qui sont, on va dire, habituelles et qui étaient déjà obligatoires jusque-là. Donc, je vais les relister très rapidement pour pouvoir arriver jusqu'aux nouvelles obligations, nouvelles mentions à faire apparaître sur ces factures pour pouvoir répondre aux obligations liées à la facturation électronique.
Donc, les mentions obligatoires qui étaient déjà, on va dire, habituelles à inclure sur ces factures pour une bonne rédaction de facture, on avait bien évidemment l'entête ou pied de page pour les coordonnées de l'entreprise, le nom, prénom, la dénomination, l'adresse, le tail, le mail, tout ce qui permettait de bien identifier l'entrepreneur ou l'entreprise. On a bien évidemment, en continuité de tout ça, notre SIRET, notre RNE, donc Registre national des entreprises, qui est anciennement le RM ou RCS, les coordonnées du client facturé, la date et lieu de la rédaction de la facture, la mention du mot facture, très important, la numérotation, qui est une suite logique pour chaque facture émise, lieu d'intervention, détail de la prestation ou du produit qui est vendu, la méthode de facturation. On indiquera bien évidemment le montant total à payer hors taxe avec TVA et TTC si on applique la TVA, ainsi que son numéro de TVA si on en a un. Et si on est en auto avec franchise en base de TVA, on indiquera la mention, bien évidemment, TVA non applicable selon l'article 293b du CGI. Ensuite, on pourra indiquer nos modalités de paiement, les mentions des acomptes, réductions, escomptes, et ensuite la mention de la police d'assurance de la RC ou décennale si on y est soumis. Ça, c'est en gros les mentions qu'on retrouve habituellement sur les factures et qui sont pour certaines obligatoires. Maintenant, ah oui, j'allais oublier, on a la mention EI maintenant pour l'entrepreneur individuel qui est devenu obligatoire lorsque on est sous ce statut. Ensuite, et maintenant pour tout ce qui est nouveau et qui se réfère à la facturation électronique, on va retrouver en B2B, donc avec des clients pro, d'indiquer le numéro de sirène de l'entreprise qui est facturée, ce qui va nous permettre, au moment de finalement la transmission, de pouvoir faire en sorte que notre facture arrive vraiment au destinataire concerné, pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, parce qu'il peut arriver qu'il y ait confusion entre deux noms d'entreprises qui sont presque similaires, mais qui ne sont pas du tout les mêmes entreprises. Et donc, un numéro de sirène permet d'identifier précisément de quelle entreprise il s'agit et il ne peut pas y avoir d'erreur. Ensuite, on devra indiquer l'adresse de livraison du bien si elle est différente de la facture. Et ensuite, indiquer également la catégorie de l'opération. Est-ce qu'il s'agit d'une vente, d'une prestation ou d'une opération mixte? Donc ça, c'est les nouvelles obligations sur vraiment la rédaction de la facture, les mentions qui doivent apparaître. Donc bien sûr, je pense que le mieux, c'est quand même que je te fasse un petit récap que tu vas pouvoir télécharger très facilement dans la description. Donc je vais te le mettre. Je vais te faire un récap en fait de la vidéo. Je pense que ce sera plus simple, comme ça tu pourras y revenir très facilement. Donc n'hésite pas à le télécharger dans la description. Donc finalement, on a 3 nouvelles mentions à venir rajouter sur nos factures. Let's go. Alors maintenant, pour pouvoir rédiger ces fameuses factures, avant de les transmettre pour répondre à l'obligation de facturation électronique, on a vu qu'il fallait passer par une plateforme. Mais avant toute chose, comment je vais rédiger ma facture? Est-ce qu'il y a une obligation de souscrire à un logiciel de facturation? Je pense que ça, c'est la plus grosse question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il va falloir que je souscrive à un logiciel spécifique pour répondre à cette nouvelle obligation pour vraiment être dans le cadre de la loi sur cette généralisation de la facturation électronique? Est-ce que ça va faire des frais supplémentaires aux entreprises qui jusque-là n'avaient peut-être pas de logiciel de facturation parce que certaines activités ne nécessitent pas forcément de prendre ce type d'abonnement, parce que beaucoup d'entrepreneurs continuent de rédiger leurs factures sur Excel, sur Word, mais ça fonctionne encore. Et pour le moment, actuellement, ce n'est absolument pas interdit et aucune obligation de souscription à un logiciel n'est actuellement décidée dans le cadre de cette généralisation de la facturation électronique. Il n'y a aucune obligation pour les TPE, micro-entreprises, d'utiliser ce type de logiciel de gestion, de rédaction ou d'émission de factures. Si on souhaite le faire, c'est un choix purement personnel et ça peut être très bien, ça peut faciliter le quotidien de certains entrepreneurs en fonction de leur activité, mais il faut savoir que réellement, il n'y a aucune obligation sur le fait de souscrire à ce type d'abonnement de logiciel. L'obligation qui est prévue par cette nouvelle loi sur la généralisation de la facturation électronique
ne fonctionnera pas par le simple fait de souscrire à un abonnement à un logiciel de facturation comme Henri, Abi ou encore plein d'autres. Ça ne fonctionne pas que sur cette base-là. On l'a déjà vu dans la première partie de cette vidéo, la facturation électronique ou le e-invoicing consiste à transmettre ces factures par l'intermédiaire d'une plateforme. On ne nous demande pas de rédiger nos factures par l'intermédiaire d'un logiciel. On nous demande de les transmettre par l'intermédiaire d'une plateforme. Et donc là, je vais me référer à forcément une fiche que je suis allée récupérer sur le site des finances publiques et que je vais peut-être même inclure à la fiche que tu peux télécharger qui récapitule cette vidéo. Comme ça, au moins, tu auras toutes les infos. Il est indiqué, si vous avez un logiciel de facturation, les éditeurs de logiciels développent actuellement les mises à jour pour répondre aux nouvelles exigences. Donc ça, c'est si tu en as déjà un. Ils vont se mettre, on va dire, dans les clous pour pouvoir répondre, et surtout vis-à-vis des fameuses mentions supplémentaires. Mais il est indiqué aussi, si vous n'avez pas de logiciel, il n'est pas nécessaire d'investir dans un équipement. Vous pourrez saisir les données de la facture sur la plateforme de votre choix pour générer la facture qui sera émise électroniquement et transmise à la plateforme de votre client. Et donc, on comprend bien, et c'est clairement écrit, on n'a pas besoin de logiciel. Si on avait l'habitude de rédiger sur, allez, je prends toujours Word parce que pour moi c'est le plus simple, sur Word notre facture, on peut continuer à faire notre propre facturation de cette manière. Pour ce qui est de la transmettre à notre client, pour qu'il reçoive cette facture électronique, il va falloir qu'on passe par la plateforme, qu'on remplisse les infos qui sont indiquées déjà sur notre facture pour qu'il puisse les réceptionner en fait tout simplement. Et donc, aucune obligation liée à ces logiciels. Et c'est le problème, c'est qu'en fait, forcément, d'une certaine manière, et je peux comprendre, hein, les logiciels font en sorte qu'on pense qu'on a besoin d'eux et que ça devient obligatoire. Mais c'est absolument pas le cas en fait. Ils jouent un petit peu sur les mots et sur le fait que on sache pas réellement ce que c'est en fait que la facturation électronique et surtout ce que c'est que les plateformes de dématérialisation partenaires et donc les fameuses plateformes dédiées dont on va parler juste après. Donc ça, c'était la petite aparté sur le fait qu'il n'y a aucune obligation liée à la prise d'un abonnement pour sa facturation. Ce n'est absolument pas l'objet de la généralisation de la facturation électronique. Let's go. Alors, comment choisir la plateforme dédiée pour faire sa facturation électronique? Donc, ces plateformes dédiées sont appelées des plateformes de dématérialisation partenaires. Donc, les initiales PDP pour la transmission, il va falloir passer par ces fameuses plateformes. Donc, ces plateformes, il y en existe une publique et il y en aura des privées qui, pour être conformes, devront être immatriculées par l'État. Donc actuellement, et celle qui est déjà en marche depuis un certain temps, qui est publique, c'est Chorus. Donc j'ai déjà eu à l'utiliser moi-même pour un client. Et donc c'est pour la facturation auprès des services publics. Donc quand on intervient pour une collectivité, pour voilà, tout ce qui est en lien avec les services publics, en fait, et qu'on a une facture à faire, il va falloir passer déjà depuis, je ne saurais même plus dire depuis quand, mais ça fait un moment, passer par cette plateforme pour transmettre notre facture. Si on l'envoie directement par mail au contact qu'on avait à la mairie du coin parce qu'on a travaillé là-bas, ça ne marchera pas, ils ne pourront pas recevoir la facture. Donc il faut vraiment transmettre cette facture par cette plateforme. Donc elle est déjà en marche, elle est gratuite et elle est hyper simple d'utilisation. Mais forcément, elle est publique. Donc ils sont obligés de mettre des entreprises en concurrence. Il ne peut pas y avoir finalement qu'une seule plateforme et surtout publique mise à disposition. Il faut avoir d'autres options pour les entreprises. Et donc, ces autres plateformes vont faire partie d'une liste de, on va dire, de plateformes qui ont décidé de postuler, on va dire, à l'offre pour faire partie de ces PDP et vont faire donc partie de la liste et doivent être absolument immatriculées par l'administration fiscale pour être conformes. Donc, il ne faut que choisir dans cette liste, si on ne veut pas prendre la publique, il ne faut que passer par cette liste. Donc après, les tarifs, etc., ça, je ne peux pas répondre. Et donc, je suis allée voir la liste qui, enfin,
a été mise en ligne parce que, donc je parlerai des délais dans la prochaine partie, depuis 2023 où j'étais déjà allée voir, aucune liste n'était établie. Et là, en fait, quand je regarde tout ce qui est indiqué, elles sont immatriculées mais sous réserve. Donc ça veut dire que c'est même pas encore concret. Donc sous réserve de leur raccordement ultérieur au portail public de facturation et donc à Chorus. Donc pour le moment, on a cette liste et donc si jamais tu dois aller faire des recherches ou voilà, vouloir te renseigner là-dessus pour souscrire et que tu ne veux pas passer par le service public, fais attention et vérifie que les plateformes sont immatriculées sur cette liste, sont vraiment validées, conformes pour répondre aux obligations. Si elles n'en font pas partie, c'est comme si tu payais pour rien un abonnement à un logiciel qui ne te sert pas. Donc on est vraiment sur quelque chose qu'il faut respecter au travers de ça. Donc vraiment, tu peux commencer par utiliser Chorus. Donc je vais mettre le nom sur le support. Comme ça, au moins, tu pourras aller jeter un œil. C'est hyper simple. Surtout, c'est gratuit. Donc si on est sur les premières utilisations, voilà, c'est peut-être pas la peine d'aller payer tout de suite le temps qu'on voit comment ça fonctionne parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de retard quand même sur les délais qui étaient prévus initialement et c'est ce qu'on va voir juste après, les délais pour la mise en place de cette généralisation de la facturation électronique. Donc, je répète, pour pouvoir faire la transmission et donc la facturation électronique, il faut passer par une plateforme de dématérialisation partenaire, donc PDP. Cette plateforme, elle est soit publique en passant par Chorus, soit privée et dans ces cas-là, doit être immatriculée par l'administration fiscale et apparaître sur la liste des plateformes qui ont été immatriculées. Et pour le moment, toutes les immatriculations qui sont faites sont sous réserve. Donc, rien de concret à ce jour. Donc, je mets toutes les infos, bien évidemment, sur le PDF que tu peux télécharger gratuitement en description. Let's go. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des délais et à partir de quel moment on doit répondre à toutes ces nouvelles obligations en fonction de l'entreprise qu'on a, en fonction du type d'entreprise qu'on a. Alors, en septembre 2023, j'avais fait un programme dans lequel je parlais de manière approfondie de la facturation électronique. Et en septembre 2023, il devait être mis en place à partir du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises. Les grandes entreprises, ce sont des effectifs supérieurs à 5000 personnes. Ensuite, devaient suivre en janvier 2025 les entreprises de taille intermédiaire, donc effectifs entre 250 et 4999 personnes. Et en janvier 2026, ça devait se généraliser réellement par la mise en place pour les micro-entreprises et PME, TPE quoi. Ce qui vraiment aurait engendré la généralisation de la facturation électronique. Sauf que je suis retournée voir les nouvelles échéances et on va dire les délais qui sont actuellement mis en évidence sur le site toujours de l'administration fiscale. On n'est plus du tout sur les mêmes dates. Et surtout que à cette période, en septembre 2023, quand je faisais mes recherches, les services d'immatriculation étaient ouverts depuis le 2 mai 2023, mais aucune plateforme n'était encore immatriculée. Il n'y avait aucune info en fait. Donc, je me disais déjà que septembre 2023 pour une mise en marche en juillet 2024, c'était un peu compliqué si on n'avait aucune plateforme, à part Chorus bien sûr, qui était disponible. Donc, voilà, je me disais ça va déjà être un petit peu retardé et je suis retournée voir donc les nouvelles dates. Donc maintenant, on est sur d'autres dates évidemment et donc le nouveau calendrier pour la réforme, on en est à toutes les entreprises devront recevoir leurs factures au format électronique en septembre 2026. Et donc là maintenant, on est plus en 2024, on est en 2026. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire devront émettre les factures au format électronique à cette même date. Et donc, au début, on se rappelle, c'était juillet 2024 que ça devait se lancer. Et donc, on est passé à
septembre 2026. Et donc maintenant, les très petites entreprises, petites et moyennes entreprises devront émettre les factures au format électronique à partir de septembre 2027. Donc on est passé de 2026 à 2027. Donc ils ont pris quand même pas mal de retard. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, l'affolement, voilà, on en est un peu loin. Là, je pense que c'est le temps qui vérifie que ça fonctionne, que c'est vraiment possible à mettre en place et que tout le monde va se plier à ces nouvelles exigences, nouvelles réglementations, parce que ça engendre forcément, on va dire, un fonctionnement différent. Donc, pour le moment, actuellement, la seule réelle obligation qu'on pourrait avoir si on est une TPE-PME, ce serait de simplement être inscrit sur une plateforme pour pouvoir recevoir les factures de nos fournisseurs qui, eux, seraient dans la catégorie des grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire qui pourraient nous transmettre leurs factures et il faudrait qu'on puisse les recevoir. Mais pour l'émission de nos propres factures, quand on est une très petite entreprise, une petite et moyenne entreprise, ça sera qu'à compter de septembre 2027. Et ça, ce sont les nouvelles dates qui sont actuellement en ligne et que je vais également inclure sur le PDF. Si tu veux y revenir très facilement, n'hésite pas à le télécharger. Donc là, on a un petit peu fait le tour de, on va dire, la facturation électronique quand on est professionnel. Donc, on est une entreprise qui facture à d'autres professionnels établis en France. Maintenant, évidemment qu'il y a d'autres petites choses qui se cachent derrière cette facturation électronique et le fait que nos factures soient transmises par l'intermédiaire de ces fameuses plateformes. Et là, on va commencer à aller parler un petit peu du e-reporting de paiement et de transaction. Et donc là, ça va être un petit peu plus pointilleux, ça va nous expliquer un petit peu quel est l'intérêt qui se cache derrière cette facturation électronique. Let's go. Donc, comme je viens de le dire, la facturation électronique, on vient de la voir vis-à-vis d'une facturation entre professionnels établis en France. Et là, tu te demandes, mais moi, j'ai des clients particuliers, donc je suis pas concernée par tout ça. Eh ben non, figure-toi qu'ils ont trouvé le moyen de quand même récolter des informations. Et cette idée, c'est le e-reporting qui, concrètement, va concerner la transmission de données des transactions vers l'administration et toujours via l'intermédiaire de ces plateformes dématérialisées pour la facturation. Comme légalement, ils ne peuvent pas, et je pense que c'est réellement pour ça qu'on ne doit pas transmettre nos factures aux particuliers par l'intermédiaire de ces plateformes, c'est que déjà, ils ne peuvent pas identifier chaque particulier, et surtout, c'est confidentiel, puisqu'on est sur des personnes physiques, on n'est plus dans le cadre d'entreprise. Donc, comme ils ne peuvent pas récolter toutes les informations, il y a la confidentialité des données, ils ont décidé d'imposer l'obligation de transmission des données de la transaction des factures, afin de simplement connaître les montants qui ont été encaissés et la TVA qui est afférente. Donc, dans ce e-reporting, on ne va pas transmettre intégralement la facture, on va simplement donner les informations qui les intéressent et donc tout ce qui concerne les montants en fait, concrètement, ce qu'on a encaissé et ce qu'on a récolté pour eux en termes de TVA. Et donc, il existe deux types de e-reporting. Le e-reporting de transaction et le e-reporting de paiement. Alors, petite explication sur les deux. Le e-reporting de transaction ne concerne que les transactions en B2C, donc particuliers et non assujettis, qu'il s'agisse d'une activité de vente ou de prestation de service. Et apparemment, il faudrait fournir ces informations au jour le jour. Parce que forcément, on n'a que ça à faire tous les jours de donner les informations de notre facturation. Ensuite, le e-reporting de paiement concerne toutes les transactions de prestation de service, que ce soit en B2B ou en B2C, que la facturation électronique soit obligatoire ou pas pour l'entreprise, que ce soit en France ou non, il faudra transmettre les données de paiement, donc les encaissements des opérations, à l'exception des TVA sur les débits, des acomptes et de l'autoliquidation. Donc en gros, c'est vraiment, première étape, c'est e-invoicing, donc facturation électronique. On transmet, quand on facture d'autres entreprises, la facture intégrale, ils ont toutes les infos. Ça va récolter automatiquement au travers de la plateforme de dématérialisation partenaire les infos dont ils ont besoin. Ensuite, on a la deuxième particularité de cette facturation électronique qui est le e-reporting. Et le e-reporting se décline en deux types parce que
on facture aussi des particuliers en fonction de nos entreprises, des particuliers et des professionnels. Donc, pour tout ce qui est transactions, ça va être pour les ventes auprès des particuliers et des non assujettis. Et le e-reporting de paiement qui va concerner là toutes les transactions qui sont faites particuliers ou professionnels, mais uniquement pour les prestations de services. Et donc finalement, le e-reporting de transactions sera fait automatiquement par l'intermédiaire des plateformes qu'on a déjà mentionnées, si on fait partie des entreprises qui ont l'obligation de facturer par ce biais. C'est-à-dire que si on facture à des professionnels, le e-reporting de transaction, il va se faire automatiquement. On te demande d'aller faire cette manip que si tu factures à des particuliers, parce que tu ne peux pas transmettre ta facture par ce biais. Forcément, ils ne peuvent pas récolter les informations directement sur la facture. Donc, il faut aller compléter les informations sur la plateforme, encore une fois. Et le e-reporting de paiement sera automatiquement réalisé pour toutes les transactions en prestation de service, sauf donc les exceptions que j'ai déjà mentionnées pour les TVA sur les débits, les acomptes et l'autoliquidation. Donc en gros, on est clairement sur de la récolte de données fiscales, tout simplement. Et c'est la généralisation qui va permettre de connaître exactement tout ce qui se passe au jour le jour dans les entreprises et tout ce qu'elles facturent à la seconde près, en fait, finalement, au moment où on va transmettre une facture, tout va être tout de suite récolté, va être checké, en fait, par ces plateformes bien pensées. Reste à voir si tout va fonctionner dans les délais qui ont été prévus. Let's go. Mais alors, quels sont les atouts de la facturation électronique? Alors, ce qui est mis en avant sur le site de l'administration fiscale, c'est donc la facturation électronique ou dématérialisée présente plusieurs avantages. Une économie financière de 50% à 75% par rapport à un traitement papier. Une réduction du coût de traitement d'environ 30%. Une optimisation du temps de travail. Une diminution des litiges potentiels et une diminution des délais de paiement. Donc ça, ce sont les avantages qui sont mis en avant pour les entreprises de passer à cette facturation électronique. Maintenant, les vrais objectifs de cette réforme, j'ai réussi à les trouver parce que c'était bien écrit en tout petit, caché à un endroit du site. Et donc, cette réforme répond à 4 réels objectifs qui, donc, le premier, renforcer la compétitivité des entreprises grâce au gain de la dématérialisation. 2, simplifier à terme les obligations déclaratives en matière de TVA en développant une nouvelle offre de services, le pré-remplissage de la déclaration de TVA. 3, améliorer la lutte contre la fraude à la TVA au bénéfice des opérateurs de bonne foi. Et 4, améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises et le pilotage des politiques publiques. Donc concrètement, les avantages qui sont mis en avant pour les entreprises, c'est un petit peu des broderies, je pense. C'est surtout les objectifs de la réforme qui sont importants. On est vraiment sur le fait qu'ils veulent pallier à la fraude de la TVA, faire en sorte que vraiment plus personne ne puisse cacher quoi que ce soit et la confidentialité dans tout ça s'estompe quand même pas mal. Donc après, il y a du bon, du moins bon, chacun son avis sur le sujet et d'ailleurs pourquoi pas donner ton propre avis en commentaire de cette vidéo. Alors, je fais un petit récap très rapide. Donc dans cette vidéo, on a parlé de ce qu'était concrètement la facturation électronique, donc e-invoicing, le fait de transmettre ces factures via l'intermédiaire d'une plateforme de dématérialisation partenaire qui doit être absolument immatriculée sur la liste par l'État, par l'administration fiscale ou alors passer par celle qui est publique et donc Chorus. On a vu aussi que pour répondre à ces nouvelles obligations, il fallait simplement passer par une plateforme et le fait de souscrire à un abonnement pour un logiciel de facturation ne changeait absolument rien à l'obligation. Et que donc, ça ne s'appuyait pas simplement sur la souscription à un abonnement auprès d'un logiciel de facturation comme Henri, Abi, etc. Donc ça, c'est pas du tout l'obligation. Par contre, il faudra passer par une plateforme dédiée pour transmettre tes futures factures. Ensuite, on a vu qu'il y avait des mentions
forcément qui venaient à être obligatoires à rajouter sur ces factures et donc je te les ai mentionnés et tu peux les retrouver sur le fichier que tu peux télécharger gratuitement dans la description. Ensuite, on a vu les délais et surtout le fait que l'obligation, la généralisation en gros serait à partir de 2027 pour toutes les entreprises et qu'il y avait des paliers juste avant pour les très grosses entreprises. Mais je pense qu'elles sont déjà au courant. Donc nous, on parle plus de 2027 pour toutes les catégories de petites et moyennes entreprises qui seront concernées par cette généralisation pour la transmission et la réception de ces fameuses factures. Ensuite, on a vu que si on avait des clients particuliers, on n'était pas soumis au e-invoicing, mais par contre, on est soumis au e-reporting de transaction qui nous oblige à transmettre les informations liées à la transaction sur ce qui est des montants en fait. Donc le montant qui est facturé et surtout la part de TVA qui intéresse beaucoup l'administration fiscale. Et ensuite, on a le e-reporting de paiement qui là est consacré à la prestation de service, quel que soit le type de client qu'on va facturer. Il va falloir transmettre les données de paiement, donc les encaissements, sur les opérations hors TVA sur les débits, acomptes et autoliquidation. J'espère que cette vidéo aura été simple à comprendre pour toi parce que c'était vraiment le but, que tu auras pu avoir toutes les informations et surtout que tu aies pu comprendre réellement le système de la facturation électronique et surtout que que ce n'était absolument pas lié au fait de souscrire un abonnement pour un logiciel de facturation, que c'était vraiment tout un système complet derrière qui permettait à l'administration fiscale de récolter toutes les informations dont ils avaient besoin, eux, pour leur propre traitement vis-à-vis des entreprises. N'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires, à nous faire un petit retour et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements et beaucoup de motivation sur le secrétariat indépendant et l'entrepreneuriat. Pour me rejoindre, c'est le premier lien dans la description. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.